Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fêtes historiques, notamment aux fêtes médiévales d'Harcourt, que je vous recommande. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai mis toutes les vidéos en playlist. Cette vidéo sera consacrée aux objets utilisés à l'époque des Vikings, donc notamment des peuples scandinaves, donc le Haut Moyen-Âge. Merci à l'association, je ne vais pas encore dire leur nom parce que c'est un nom assez compliqué, ce serait irrespectueux de ma part, je ne vais pas y arriver. Par contre, ils sont en lien, en description, je les ai mis et vous pouvez les retrouver aussi sur Facebook, ils ont une page Facebook. Ils vont nous expliquer un petit peu donc, les outils utilisés à l'époque et vous allez d'ailleurs retrouver quelques ressemblances, voire même des fois c'est criant, mais si je prends la pâte ciseaux, c'est la même depuis aujourd'hui, voilà, simplement. Et donc, je vais vous laisser avec eux. Je vous rappelle qu'on est dans un environnement extérieur pendant les fêtes médiévales d'Harcourt. Donc, les intervenants qu'on a interviewés ne sont pas là que pour nous, mais aussi pour les visiteurs. Donc, soyez indulgents sur la qualité sonore. On a essayé de l'optimiser le plus possible. Ainsi que, bien sûr, sur des personnes qui pourraient intervenir pour aussi questionner les intervenants comme nous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et si vous souhaitez faire un petit commentaire en bien ou en mal, n'hésitez pas, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous, toujours bien sûr dans le respect. Je vous laisse maintenant avec l'intervenant qui est historien d'ailleurs, donc il connaît le sujet et ça a été un réel plaisir d'échanger avec lui. Expliquez-moi un petit peu tout l'outillage, déjà les premiers. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que là, sous cette tente et puis sur le campement en général, c'est que tous les objets présentés sont basés sur des modèles archéologiques. Donc, on essaye au maximum de restituer l'objet. Après, c'est vrai que des fois, on peut avoir certaines contraintes de matériaux, par exemple, où on est obligé de s'adapter en fonction de ce qu'on peut avoir chez nous. Mais quoi qu'il en soit, tout est basé sur des faits archéologiques. Là, sous la tente, principalement, l'ensemble des objets est principalement basé sur des modèles archéologiques suédois, et notamment une tombe, la tombe 750 de la nécropole de Birka en Suède, donc, qui est une des plus grosses nécropoles de l'ère scandinave. Où là, notamment, donc, on va retrouver, donc, si on part du fond de la tente, donc, un jeu de société qui s'appelle le Nfatalf. Et alors, bon, pour faire simple, c'est un peu l'ancêtre des dames et des échecs. C'est vraiment un jeu stratégique où en fait on a deux équipes qui sont ici matérialisées par les pions de différentes couleurs, où les pions de couleur bleu clair vont devoir en fait prendre le roi qui est au centre, ou alors prendre tous les autres pions adverses pour pouvoir en fait gagner la partie, et l'équipe du roi va devoir soit venir protéger le roi dans une des extrémités du plateau, soit en fait prendre tous les pions adverses pour ne plus avoir d'assaillants. Là, ce modèle-là, donc, qui est une restitution fidèle du modèle archéologique, et est un parfait exemple en fait du niveau social du détenteur, puisque les jeux de société avec des pions en verre sont vraiment un marqueur extérieur de richesse. On en dénombre, si je ne dis pas de bêtises, 5 modèles avec des pions en verre, et ils sont tous été retrouvés en Suède. On a d'autres jeux similaires avec des pions par exemple en ivoire de morse, en bois de cervidé ou autre. Mais là voilà, le fait d'avoir des pions en verre, c'est vraiment un marqueur de richesse, un marqueur d'élitisme social. Donc c'est toujours intéressant en fait de pouvoir réenvisager le statut du détenteur à travers les objets qu'il détient. Ensuite, toujours sur cette tombe 750, donc dans laquelle a été découvert le jeu originel, on va retrouver donc les verres,
Donc des verres en verre, bien sûr. Je précise parce que c'est vrai qu'on peut avoir aussi des verres en céramique, mais on dirait plutôt des gobelets. Et là, donc les verres en verre ne sont pas produits en Suède, c'est des éléments d'importation. Tous les verres qu'on puisse retrouver en Suède, en Scandinavie de manière générale, sont pour la plupart des objets qui sont importés de la région rhénane, où en fait on a vraiment un gros centre de production de verrerie, des verres, des gobelets, des vases, etc. etc. D'accord, et du coup, par rapport à la céramique, c'était un signe d'extérieur de richesse, Alors, le verre Oui, le verre, encore une fois, avoir des objets en verre, c'est un signe extérieur de richesse, dans le sens où, comme je le disais, là par exemple pour ces modèles de verre, c'est importé de la région rhénane, et de fait, on a donc un coût, déjà certes le coût de production, mais on a aussi un coût d'importation. Donc, de fait, tout le monde ne peut pas prétendre à pouvoir s'acheter ce genre d'ustensile. Donc là, on est vraiment, encore une fois, dans du signe extérieur de richesse. Bon, par la suite, dans les différents objets, on va avoir des objets un peu plus basiques, je vais dire. Par exemple, celui-ci, donc, qui est un petit porte-monnaie qui vient se suspendre à la ceinture. Et donc, celui-ci est basé sur une sépulture d'enfant. Sur une sépulture d'enfant qui a été mise au jour dans la nécropole de Birka, où en fait on a retrouvé juste cette partie-là, où c'est de la tôle de bronze repoussée, avec ce motif en triangle, assez typique, hein, on le retrouve partout en Scandinavie. Et en fait, pour déterminer l'usage de cet objet, les archéologues ont eu la chance d'avoir au revers quelques parties de cuir conservées, notamment au niveau des rivets, ce qui a permis de restituer cet usage de bourse, au niveau des dimensions également. Et c'est en fait des modèles qui sont assez connus, hein, pas seulement en Scandinavie, mais également dans les pays de l'Est, etc., etc. Et là, le fait que ça soit issu d'une sépulture d'enfant, c'est assez intéressant, dans le sens où malheureusement il y a très peu d'objets en fait dans les sépultures d'enfants. Alors pour qui, pourquoi, c'est assez difficile à envisager, ça dépend des différentes modes funéraires, mais là voilà, d'avoir cet exemple, c'est toujours intéressant. On parle d'importation, on parle de porte-monnaie, donc je pense que c'est intéressant de parler de monnaie aussi. Oui, et donc il faut savoir que chez les Scandinaves, on a plein de types monétaires en circulation. Bon, on frappe également monnaie, hein, notamment au Danemark, où on a des ateliers de frappe, et également dans les colonies entre guillemets scandinaves installées par exemple en Angleterre, à York, donc qui est dans le sud de l'Angleterre, on frappe monnaie également. Et on va avoir aussi toute une série de pièces en circulation qui sont issues de contrées plus ou moins lointaines. Bon, notamment donc ce type de pièce qui est un dirham, donc c'est des pièces en circulation dans le monde arabe. Et là, on en retrouve beaucoup en contexte funéraire en Scandinavie, soit dans des porte-monnaies, soit en pendentif, où là la personne qui l'avait va venir en fait mettre un anneau ou une petite plaque d'argent pour la suspendre autour d'un collier. Et en fait quand c'est porté en collier, c'est souvent considéré comme une valeur esthétique, une valeur ajoutée également, mais le fait d'en retrouver en contexte, des héritages de porte-monnaie ou autres, c'est assez intéressant puisque ça permet aussi de voir la connexion des Scandinaves avec le monde environnant, quoi. Donc on peut soit avoir des dirhams, soit des dirhams qui vont être en argent, ou alors des pièces arabes en cuivre par exemple qui correspondraient à nos centimes en fait, pour faire simple. On a également des pièces issus de l'Occident médiéval, notamment celles-ci qui sont frappées donc en France. C'est des modèles frappés sous Charles le Chauve, donc roi de France à la fin dans la seconde moitié du 9e siècle. Donc on a toute une série. Et c'est assez intéressant, hein, comme je disais, notamment pour voir cette circulation des biens, des hommes sur de vastes territoires.
Et ce qui est assez curieux, c'est qu'au final, en fait, on retrouve davantage de monnaies étrangères sur les sites scandinaves que des monnaies frappées en Scandinavie, quoi, au sens assez large, quoi. Donc c'est toujours, comme je dis, toujours intéressant, quoi. Après, bon, sur les autres objets, quelques objets atypiques, par exemple celui-ci qui est une reproduction d'une pierre à aiguiser en ardoise, dont le modèle original a été retrouvé en Suède encore, hein, dans la nécropole de Birka, dans la tombe 750. Et là, la taille en fait de cette pierre à aiguiser suggère qu'elle a été utilisée quand même très longuement. Hein. On peut l'imaginer beaucoup plus longue, beaucoup plus épaisse. Et bon, typiquement, ça va être pour affûter par exemple soit une épée, soit des longs couteaux ou autre. Toujours sur ces pierres à aiguiser, on a également les pierres de jaspe. Donc la pierre de jaspe, qui est une pierre locale en Scandinavie, c'est une pierre qui peut être utilisée pour faire un travail très fin d'affûtage, mais c'est également ce qu'on appelle les pierres de touche. Et en fait, les pierres de touche sont des pierres qui vont permettre de tester la qualité d'un métal précieux, de l'or, de l'argent par exemple, où on va venir faire des petits traits avec l'objet à intervalles réguliers, et on va venir passer différents pardon, j'ai oublié j'ai le mot sur le bout de la langue. On va venir passer en fait différentes substances qui en fait va créer une réaction chimique qui soit va effacer la trace, soit la conserver, et ça va permettre en fait de déterminer vraiment la qualité de l'objet. C'est encore utilisé aujourd'hui en bijouterie, où ils utilisent différents acides pour tester notamment le nombre de carats sur l'or, quoi. Et on utilise toujours les pierres de touche, pierres de jaspe ou d'autres, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi d'entrevoir cette dimension commerciale sur ces sociétés, et parfois sur le monde. Oui, voilà, oui, totalement. Et vraiment d'avoir ce type d'objet en contexte, c'est toujours intéressant, parce que autant certaines sont vraiment utilisées à des fins avec un usage vraiment pour aiguiser des couteaux ou autres, hein, parce que les observations faites à la surface de la pierre vont vraiment montrer ces incisions et ce profil très spécifique que produit en fait lorsqu'on aiguise un couteau par exemple, ça va venir créer des bords assez francs, des surfaces très planes, etc. Oui. etc. Et d'autres sont vraiment retrouvés quasiment intacts, et là on est vraiment plus dans cet usage de pierre de touche, quoi. Donc c'est très intéressant. Après, sur des objets un peu plus basiques, la paire de ciseaux. Alors c'est assez rigolo parce qu'on est vraiment sur une forme quasiment moderne, hein. Mais là celle-ci est encore une fois basée sur un modèle du 9e siècle. Donc comme quoi on n'a rien inventé dans nos sociétés modernes. Et puis bon, toujours sur ces objets du quotidien, donc une petite clé qui fonctionne avec ce coffre aussi, quoi. C'est vraiment la clé qui va permettre d'ouvrir le système de fermeture et pour pouvoir accéder au coffre, quoi. Et là, ce qui est intéressant en fait sur ces clés là, c'est que ce sont des clés qui n'ont qu'un seul modèle. C'est des modèles uniques, et de fait la serrure est quasiment inviolable. Donc c'est assez intéressant aussi. C'est juste le propriétaire qui peut ouvrir. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas la clé, eh bien malheureusement, faut casser le coffre ou faut casser la porte. Et du coup, là, apparemment, ce que je vois, c'est peut-être une flûte. Oui. Alors, cet objet, donc, qui est une reproduction d'une flûte qui a été découverte en Suède sur l'île de Birka, donc dans la zone du Svartajorden, donc c'est le quartier des artisans, on va dire. Et c'est assez intéressant parce qu'au final, les instruments de musique, on en a très peu en contexte archéologique. Pourquoi ? Parce que l'os ne se conserve peut-être pas forcément bien selon le contexte d'enfouissement. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été découvert dans un milieu anaérobie, donc privé d'air, privé d'oxygène, ce qui a permis en fait de conserver l'objet quasiment intact, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à proximité de cet objet, dans son contexte dans son contexte archéologique, il a été découvert un autre petit objet. Donc ça fait comme un pont, et en fait ça renvoie à un usage sur une lyre pour tendre les cordes en fait. D'accord. Donc voilà. C'est parfait.
Je vous remercie. Eh ben, écoutez, mais merci à vous. Et donc, puis, comme quoi, on peut voir que certains objets modernes, finalement, c'est un héritage. Ah oui, oui, totalement. Totalement, c'est vrai que finalement, la mondialisation, du coup. On a tendance à oublier, parce que c'est vrai qu'on est, sans faire de polémique, on est un petit peu dans une société de l'instantané. Donc, pour nous, les images qui circulent, on ne se doute pas forcément qu'elles renvoient en fait à des héritages de formes ou des objets inventés plus récemment ou plus anciennement. Et c'est vrai que le fait de se plonger un petit peu dans l'histoire permet justement de constater que les formes évoluent parfois très peu. L'exemple du ciseau en est parfait, hein. C'est vrai en plus qu'il est vraiment, la forme elle est universelle dans le monde en fin de compte. Ah oui, totalement. Donc, totalement. C'est vrai qu'il y a eu un échange entre les civilisations à une certaine époque. Tout à fait. C'est parfait. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.